Il pensait qu'il n'était qu'un soldat de plus, vêtu d'un uniforme et prisonnier d'un délai. À 34 ans, Ibrahim Traoré était méprisé par les diplomates européens, qualifiés des « instables », de « trop jeunes », voire de « menaces pour la démocratie. Un envoyé français l'avait averti lors d'un appel privé. « Reculez ou vous ferez face à des conséquences juridiques de la part de la communauté internationale. » Mais ce qui suivit bouleversa complètement le récit établi. D'une voix calme et d'un regard enflammé, Traoré répondit simplement. Le Burkina Faso ne s'incline devant personne. Puis il raccrocha. Ce moment unique a marqué l'émergence d'une nouvelle Afrique, fondée sur la dignité, une monnaie africaine nouvelle, et le rêve inébranlable de l'unité et de l'autonomie du continent. Si vous croyez que l'Afrique mérite des dirigeants qui disent la vérité au pouvoir, si vous vous battez pour la dignité, l'unité et une vision audacieuse d'un continent affranchi de toute domination étrangère, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous vous apportons des récits authentiques, des instants puissants et une direction courageuse, à l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Ne vous contentez pas de regarder l'histoire se dérouler, participez au mouvement. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient en une Afrique plus forte et plus libre. Votre voix compte. Ensemble, nous nous élevons. Jean-Yves Le Drian l'avait sous-estimé. Pour l'establishment français, Ibrahim Traoré n'était qu'un nom de plus sur une longue liste de dirigeants de transition jeunes, impulsifs et supposément faciles à influencer. Lorsque Le Drian a téléphoné à Ouagadougou, ce n'était pas pour écouter. C'était pour avertir. D'un ton enveloppé de langage diplomatique, son message était limpide. Si Traoré ne coopérait pas avec les exigences occidentales, le Burkina Faso ferait face à des sanctions juridiques, à l'isolement et à des représailles économiques. Il parla de responsabilité, de normes internationales et de risque de déstabilisation. Mais derrière chaque mot se cachait un message plus profond, celui que la France se croyait toujours détentrice de l'autorité morale sur ses anciennes colonies. Ce que Le Drian n'avait pas compris, c'est que les règles avaient changé. Ce n'était plus le Burkina Faso d'hier, et Traoré n'était pas un homme formé pour acquiescer en silence. Le jeune capitaine avait vu son peuple souffrir sous l'illusion d'un partenariat, des ressources pillées, une souveraineté bafouée et une fierté vendue dans des accords secrets. Il écouta calmement, laissant Le Drian terminer son monologue. Puis, avec un calme tranchant comme l'acier, il prononça la phrase qui allait résonner bien au-delà de l'appel. Le Burkina Faso ne s'incline devant personne. Ce moment allait bien au-delà d'un acte de défi personnel. C'était la matérialisation d'un mouvement bien plus vaste. C'était la voix de l'autonomie africaine perçant à travers des décennies de dépendance. En une seule phrase, Traoré redéfinissait la conversation. L'Afrique ne serait plus un partenaire silencieux dans un jeu imposé par d'autres. Avec l'émergence de dirigeants comme lui, le continent commençait à parler, non pas en français, ni à voix basse, mais dans le langage retentissant de la liberté, de l'unité et de la dignité. L'appel s'est terminé, mais quelque chose de bien plus grand venait de commencer. La riposte à Paris fut rapide. Après l'appel, les couloirs du ministère français des Affaires étrangères résonnèrent de chuchotements, insubordination, offenses diplomatiques. Les notes internes furent échangées, appelant à une réévaluation immédiate de l'aide militaire et des relations économiques avec le Burkina Faso. Les médias français dépeignirent Traoré comme une figure rebelle, un déstabilisateur trop immature pour gouverner. Mais en réalité, leur indignation masquait une peur profonde, la peur que le scénario colonial s'effondre plus vite que prévu et que le murmure discret de la révolte dans l'Afrique francophone ait soudain trouvé une voix puissante. De retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré demeura impassible. Il ne fit aucune déclaration à la presse. Il ne chercha ni à expliquer, ni à s'excuser. À la place, il convoqua ses conseillers les plus proches et exposa un plan audacieux et sans précédent. Accélérer la mise en œuvre d'un nouveau système financier, indépendant de toute supervision française. Ce qui allait plus tard être appelé le mouvement de la nouvelle monnaie africaine. Mijoté discrètement depuis longtemps dans les cercles d'intellectuels et d'économistes, mais désormais, il avait trouvé son champion.
Traoré annonça que le Burkina Faso commencerait à auditer tous les contrats liés au franc CFA et entamerait le transfert de ses réserves vers un système contrôlé de manière souveraine. La communauté internationale assista à cela avec stupéfaction. Les institutions financières crièrent au suicide économique, les analystes prédirent une hyperinflation, et des responsables politiques occidentaux lancèrent des menaces à peine voilées sur le prix de l'isolement. Mais pour Traoré, le prix le plus lourd avait déjà été payé, en minerais volés, en jeunesse laissée sans emploi, et en rêves étouffés par la dépendance. Sa vision ne portait pas uniquement sur la monnaie, elle touchait à la conscience. Il s'agissait d'apprendre à une génération que la dignité ne s'importe pas et que la liberté ne se négocie pas. Alors que la nouvelle de cette politique se propageait, un phénomène extraordinaire se produisit. Des dirigeants du Mali et de la Guinée exprimèrent leur soutien. Des syndicats étudiants au Sénégal organisèrent des marches de solidarité. Des économistes panafricains publièrent des lettres ouvertes saluant le courage de Traoré, qualifiant sa démarche de rupture nécessaire. Et surtout, les citoyens ordinaires, agriculteurs, enseignants, vendeurs de marché commencèrent à parler non plus de survie, mais de propriété. Propriété de leurs ressources, de leurs décisions et de leur avenir. À Paris, Le Drian raccrocha sans doute en croyant avoir été témoin d'un excès d'arrogance. Mais ce qu'il avait réellement vu, c'était un éveil. L'appel téléphonique commencé par une menace était devenu l'étincelle d'un feu qu'aucune sanction ne pourrait éteindre. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement mis fin à un appel. Il avait reconnecté tout un continent à sa propre fierté. Et dans cette fierté, l'autonomie africaine n'était plus un concept théorique. Elle était politique. Elle était économique. Et surtout, elle était irréversible. Les ambassades étrangères à Ouagadougou se hâtèrent alors de clarifier leur position. Après le refus d'Ibrahim Traoré de céder à la pression française, les diplomates européens s'empressèrent de réparer les dégâts. Ils commencèrent à solliciter des opportunités de dialogue et des réunions techniques, des tentatives à peine déguisées pour réaffirmer leur influence. Mais Traoré ne jouait plus selon leur scénario. La menace de poursuite judiciaire, autrefois utilisée comme une arme, révélait désormais sa véritable nature. Une tactique destinée à intimider les dirigeants faibles. Et Traoré avait prouvé qu'il était tout sauf faible. Lors d'un sommet d'urgence organisé à Accra, les représentants des pays de la CEDEAO débattirent de la manière de gérer la situation du Burkina Faso. Certains proposèrent des sanctions. D'autres suggérèrent des négociations. Mais un nombre étonnamment élevé de voix, notamment du Mali et du Niger, commencèrent à soutenir la position de Traoré. Ils argumentèrent que l'ancien système ne servait plus les intérêts africains et que la souveraineté devait inclure la souveraineté économique. Le concept de nouvelle monnaie africaine, autrefois relégué au rang d'idéologie marginale, était désormais discuté ouvertement dans les couloirs du pouvoir régional. Traoré avait changé la conversation, non pas en suppliant, mais en dirigeant. Pendant ce temps, l'Union africaine, restée prudente pendant plusieurs mois, publia un communiqué appelant à des réformes constructives en faveur de l'autonomie africaine. Pour la première fois, le langage de l'indépendance refaisait surface dans des documents officiels. Le message était subtil mais clair. Le continent observait, et certaines de ses parties commençaient à bouger. Des rues de Conakry aux amphithéâtres de Dakar, un nouveau récit prenait forme. Un récit qui ne présentait plus Traoré comme une menace pour la démocratie, mais comme un défenseur de la dignité. Les médias occidentaux ont tenté de le dépeindre comme un démagogue populiste. Les gros titres remettaient en question sa légitimité, son âge, son parcours militaire. Mais rien de tout cela n'a pris. Chaque tentative de dénigrement n'a fait que renforcer son image aux yeux des Africains, fatigués des doubles standards et de l'hypocrisie diplomatique. Ils avaient vu comment les dirigeants au service d'intérêts étrangers étaient traités avec respect, tandis que ceux qui se battaient pour leur peuple étaient diabolisés. Traoré incarnait l'inversion de ce récit. Ce qui avait commencé comme un avertissement diplomatique avait désormais déclenché un basculement continental. Les institutions qui avaient autrefois défini la place de l'Afrique dans le monde étaient désormais remises en question.
Les négociations commerciales commencèrent à inclure des revendications pour des conditions plus équitables. L'aide au développement fut passée au crible. Même la Banque mondiale fut contrainte de reconnaître l'attrait croissant des blocs financiers régionaux indépendants de tout contrôle européen. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement lancé un débat, il avait provoqué un véritable électrochoc. Et ce faisant, il démontra que le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission, mais dans la vision. À chaque menace judiciaire, il voyait une occasion de réécrire les règles. À chaque accusation, il trouvait une clarté nouvelle. Et à chaque tentative de le faire taire, sa voix ne faisait que grandir, résonnant avec le rythme irrésistible de l'unité africaine. Lorsque des experts juridiques internationaux commencèrent à faire circuler des rumeurs selon lesquelles des sanctions ou même des poursuites internationales pourraient être engagées contre le leadership burkinabé, l'objectif était clair: intimider. Des déclarations qualifiaient le gouvernement de Traoré d'« illégitime », insinuant que son refus de coopérer avec les intérêts militaires et économiques français pourrait constituer une violation des obligations internationales. Certains prétendaient qu'il mettait en danger la stabilité régionale, d'autres allaient jusqu'à suggérer aux investisseurs étrangers de se retirer complètement. Mais là encore, ces avertissements ne firent qu'amplifier le message de Traoré. Que la véritable souveraineté, c'est être prêt à rester seul, s'il le faut. Face aux menaces juridiques, Traoré ne s'y a pas. Il redoubled the engagement. Lors d'un discours télévisé à l'échelle nationale, il déclara calmement: « Nous n'avons pas peur de la loi. Nous avons peur d'oublier qui nous sommes. » Cette phrase unique résonna à travers tout le continent. Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec des hashtags comme #AfricaReasons et #SelfRelianceNow. Des artistes transformèrent ces mots en fresques murales. Des étudiants les débattirent en salle de classe. Et à travers les campagnes burkinabè, des anciens affirmèrent que cela leur rappelait la première vague des luttes pour l'indépendance, sauf que cette fois, la bataille ne portait plus sur des drapeaux ou des hymnes, mais sur l'âme même de l'économie et de l'identité africaine. Au cœur de cet élan se trouvait l'initiative de la nouvelle monnaie africaine. Il ne s'agissait pas simplement d'une réforme monétaire, mais d'un rejet symbolique des chaînes financières héritées de la colonisation. Traoré proposa des accords commerciaux régionaux utilisant des monnaies locales et des réserves d'or, contournant totalement le franc CFA. Des incitations furent offertes aux petites entreprises pour qu'elles s'éloignent des institutions bancaires étrangères. La Banque centrale du Burkina Faso fut restructurée pour intégrer de jeunes économistes formés à la pensée économique panafricaine plutôt qu'à l'orthodoxie des marchés occidentaux. Chaque mesure représentait une petite révolution et ensemble, elles constituaient un véritable plan directeur. Et le peuple a répondu. Dans les marchés autrefois saturés de produits importés, les États commencèrent à mettre en avant des marchandises locales étiquetées pour l'Afrique, par l'Afrique. Dans les universités, les départements d'économie lancèrent de nouveaux programmes centrés sur les modèles de développement africains. Même les leaders religieux commencèrent à évoquer l'indépendance financière comme un devoir moral. L'esprit d'autonomie n'était plus un simple slogan politique, c'était devenu une réalité vécue. Ibrahim Traoré avait semé la graine, mais ce sont les peuples qui en ont fait un mouvement. La France, autrefois si confiante dans sa capacité à orienter l'avenir de la région, se retrouva mise à l'écart. Les menaces juridiques sonnaient creux. La pression économique perdait de sa puissance. Le monde observait, mais plus encore, l'Afrique s'éveillait. Le récit s'était inversé, il ne s'agissait plus de punir un dirigeant récalcitrant, mais de faire face à un continent qui avait retrouvé sa voix. Et cette voix, surgie de la terre sèche du Burkina Faso, était claire, puissante et inébranlable. Ibrahim Traoré avait transformé la menace judiciaire en catalyseur d'un mouvement bien plus vaste. Une marche irréversible vers l'unité et l'autodétermination africaine. La tension ne débuta pas par un coup de feu, mais par un courriel. Un haut fonctionnaire d'une institution financière européenne adressa un avertissement confidentiel au gouvernement central du Burkina Faso, déclarant que toute tentative persistante de retrait de la zone franc CFA entraînerait des sanctions automatiques, le gel d'actifs et d'éventuelles poursuites internationales. Le ton était clinique, mais l'hostilité était palpable.
Le message présentait les réformes économiques de Traoré comme dangereuses, déstabilisantes, en dehors des cadres financiers reconnus. C'était, en somme, une menace déguisée en protocole. Et pendant des décennies, ce type de langage suffisait à faire reculer bien des dirigeants africains. Mais cette fois-ci, le message fut perçu autrement. Traoré le lut en silence, puis le transmit à son ministre des Finances en disant « C'est le langage de la peur. Et nous ne le parlerons plus ». Il convoqua une session d'urgence avec son conseil consultatif économique. Partout ailleurs sur le continent, ces réunions étaient habituellement discrètes, techniques, bureaucratiques. Mais Traoré choisit la transparence, les caméras furent invitées. Il exposa alors une vision qui ne dépendait plus de l'approbation internationale. Il déclara « La valeur de l'Afrique ne réside pas dans sa monnaie, mais dans son courage. Et l'ère de l'attente d'approbation est révolue. » Le lendemain, le Burkina Faso annonça officiellement la création d'une coalition financière avec le Mali et la Guinée, une initiative régionale visant à bâtir un nouveau système économique basé sur l'échange en monnaie locale, des réserves garanties par l'or et une responsabilité mutuelle. C'était un défi frontal au franc CFA et à l'architecture économique européenne qui l'entourait. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, un bloc africain défiait ouvertement non seulement les mécanismes du contrôle colonial, mais aussi la psychologie qui les soutenait. Il ne demandait plus à être inclus, il se déclarait souverain par principe. La réaction fut sismique. Les responsables français qualifièrent l'initiative de « dangereuse dérive de la stabilité ». Des éditoriaux à travers l'Europe mirent en doute la légitimité de Traoré et alertèrent sur un possible retrait des investisseurs. Des multinationales commencèrent à réévaluer leurs contrats dans la région. Même certains dirigeants africains liés depuis longtemps aux puissances occidentales exprimèrent leur inquiétude. Pourtant, au Burkina Faso, l'atmosphère était électrique. Les marchés furent saisis d'un enthousiasme local. Des familles brandissaient des drapeaux faits maison. Des musiciens publièrent des chansons de protestation empreintes de fierté nationale. Et sur les murs des villes, des graffitis apparurent en lettres capitales, nouvelle monnaie africaine. Notre avenir. Nos règles. Ce n'était pas un simple changement de politique, c'était une renaissance culturelle. Ibrahim Traoré avait touché quelque chose de plus profond que l'économie. Il avait frappé au cœur même de l'obéissance héritée. Pendant des années, on avait dit à l'Afrique ce qui était réaliste, ce qui était possible, ce qui était permis. Des experts internationaux étaient venus puis repartis, proposant des feuilles de route qui menaient toujours plus loin dans la dépendance. Désormais, c'était un soldat, pas un banquier, qui redessinait la carte. Et il le faisait avec le peuple, non au-dessus de lui. Les universités commencèrent à organiser des forums publics pour débattre de l'indépendance monétaire. Les agriculteurs lancèrent des systèmes d'épargne coopératifs fondés sur le crédit communautaire plutôt que sur les banques étrangères. Les chefs religieux prêchèrent sur le coût spirituel de la servitude financière. Ce qui avait commencé comme une confrontation entre Traoré et un diplomate européen s'était transformé en une conversation continentale sur la libération. Non seulement du colonialisme, mais aussi de la mentalité qu'il avait laissée derrière lui. Et cette vague ne s'arrêta pas au symbolisme. Avec le soutien de ses alliés régionaux, l'administration Traoré entreprit d'investir dans des infrastructures locales, en mettant en priorité la main-d'œuvre et les matériaux africains. Les routes furent construites non par des entrepreneurs français, mais par de jeunes ingénieurs burkinabés. Les réformes agricoles misèrent sur des banques de semences locales plutôt que sur des OGM importés. Des systèmes bancaires numériques furent développés pour contourner les plateformes étrangères traditionnelles, donnant aux citoyens ruraux un accès direct au capital. Chaque décision était un message, l'Afrique peut construire par elle-même. Bien sûr, tout ne fut pas sans heurts. Il y eut des revers, des pics d'inflation, des confusions logistiques, des résistances administratives. Mais contrairement au régime précédent, l'équipe de Traoré ne cacha pas les difficultés. Elle les diffusa. Elle transforma les erreurs en leçons, les défis en efforts collectifs. Et peu à peu, le peuple réalisa qu'un changement radical était en cours. Il faisait partie du processus. Il n'était pas simplement gouverné, il était impliqué.
Les observateurs internationaux ne purent plus l'ignorer. Les centres de réflexion réorientèrent leurs recherches. Les médias autrefois hostiles commencèrent à qualifier Traoré de figure complexe, de réformateur, voire de visionnaire. Les économistes mondiaux furent contraints d'envisager une hypothèse dérangeante, que la structure financière postcoloniale, longtemps perçue comme inébranlable, s'effondrait sous son propre poids, et qu'un capitaine venu du Burkina Faso avait porté le premier coup réel. Mais pour Traoré, la véritable victoire ne résidait pas dans les gros titres. Elle était dans le regard d'un enfant mangeant une nourriture issue d'une terre non exploitée, dans la fierté d'un enseignant payé en monnaie locale stable, dans la confiance TR. Mais investissait en elle-même. La révolution n'était pas seulement télévisée, elle était intégrée, intériorisée. Au fil des mois puis des années, l'initiative de la nouvelle monnaie africaine dépassa ses fondateurs. La Tanzanie entama des discussions pour y adhérer. Des économistes du Ghana et du Rwanda publièrent des études communes sur les écosystèmes monétaires régionaux. Même les diasporas en Europe et dans les Amériques commencèrent à explorer des moyens de rapatrier richesse et savoir pour soutenir le mouvement. Ce n'était plus seulement celle de Traoré, c'était celle de tous. Les menaces juridiques s'évanouirent. Les sanctions s'essoufflèrent. La peur perdit son emprise. Et à sa place se dressa un continent qui recommençait à croire en lui-même. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement résisté à une insulte, ni juste raccroché un téléphone. Il avait raccroché l'appel de l'histoire ancienne et répondu à un appel nouveau. Un appel à s'éveiller. Un appel à s'unir. Un appel à se lever, non pas dans la colère, mais dans la conviction. L'Afrique ne négociait plus sa valeur. Elle l'affirmait. Et à chaque politique mise en œuvre, à chaque pas accompli, à chaque voix ajoutée au cœur, le rêve de l'autonomie africaine commençait à marcher sur un terrain solide. Inébranlable. Sans excuse. Et irréversible. Face au pouvoir, la plupart des gens hésitent. Ils calculent, ils composent, ils repoussent. Mais l'histoire ne retient pas les prudents. Elle se souvient des rares qui, face aux menaces, ont choisi de rester debout, non par peur, mais par principe. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'un appel téléphonique ou d'une monnaie, elle incarne un changement de mentalité, un réveil de la dignité et la redécouverte d'une voix étouffée depuis des générations. L'une des premières leçons tirées de l'acte de défi de Traoré, c'est que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il s'exprime en quelques mots simples. Le Burkina Faso ne s'incline devant personne. En prononçant cette phrase, il n'a pas seulement raccroché au nez d'un diplomate, il a, symboliquement, coupé le cordon psychologique qui liait encore la souveraineté africaine à l'approbation européenne. Son refus de céder aux pressions extérieures a rappelé au monde que la souveraineté ne se négocie pas. Elle se vit. On mesure souvent le leadership à l'aune de la diplomatie, de la stratégie et de la stabilité. Mais dans cette nouvelle ère, il faut aussi le mesurer à la clarté morale. La volonté de Traoré de risquer les représailles internationales, les sanctions économiques et l'isolement politique révélaient une vérité plus profonde. Aucune transformation véritable n'est possible sans sacrifice. Il est facile de prêcher la réforme depuis des systèmes qui récompensent l'obéissance. Il est beaucoup plus difficile de démonter ces systèmes, surtout lorsqu'ils profitent aux puissants et punissent les insoumis. Son combat pour la nouvelle monnaie africaine n'était pas simplement économique, c'était une révolution philosophique. Depuis trop longtemps, l'Afrique est piégée dans un modèle économique qui extrait plus qu'il ne renforce. Même après les indépendances, les structures financières sont restées colonisées. L'initiative de Traoré posait une question fondamentale. Pourquoi un continent si riche en ressources serait-il si pauvre en autodétermination? Sa réponse était simple, il ne devrait pas l'être. Et plus important encore, il n'a pas à l'être. Cette leçon, bien que radicale pour certains, est en réalité ancienne. L'idée de l'autonomie africaine, construire avec ce que l'on a, pour son propre peuple, n'est pas nouvelle. Mais elle a été étouffée, ridiculisée, qualifiée d'irréaliste par ceux qui profitent du statu quo. Ce que Traoré a démontré, c'est que le réalisme dépend de celui qui tient la plume du récit. Ce qui fut autrefois rejeté comme une utopie est aujourd'hui une politique.
Ce qui fut moqué hier est désormais repris dans les sommets régionaux et dans les salles de classe. Une autre leçon puissante réside dans la manière dont le changement se propage. Traoré n'a pas quémandé la solidarité. Il l'a inspirée. Ses actions ont allumé un feu qui a franchi les frontières sans passeport. Il a prouvé que les mouvements les plus puissants ne sont pas ceux financés d'en haut, mais ceux enracinés dans le sol des luttes communes. En prenant des décisions audacieuses et en assumant aussi bien les échecs que les réussites, il a invité les gens ordinaires à prendre part au processus. Et ce faisant, il a transformé des spectateurs en participants.